Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième volet des aventures des Trois Mousquetaires, porté cette année à l'écran par Martin Bourboulon. C'est un peu l'heure de savoir si les très gros problèmes du premier, que j'avais mis ici, se retrouvent aussi dans cette deuxième partie ou non. C'est le moment de le savoir. Voilà. D'ailleurs, vous avez remarqué, je parle de la deuxième partie et non de la seconde partie. Comme toujours, je vais tâcher de ne pas spoiler le film, mais la différence a son importance, je vous laisse méditer là-dessus. Alors déjà, rappelons quelques principes de base de l'épisode précédent. C'est une adaptation assez libre du roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Que je dis assez libre, mais disons plutôt que la dernière fois que j'ai vu autant de liberté, on en a fait une statue qui est encore à l'entrée de New York, et bref, beaucoup de liberté, voilà, beaucoup de liberté avec des personnages très peu et très mal développés, qui correspondent finalement assez mal au livre, mais surtout auxquels on a peu le temps de s'intéresser. Il y a des enjeux assez mal affirmés, des vêtements absolument dégueulasses qui rappellent plus Pirates des Caraïbes que les Mousquetaires du Roi, et une image noyée, complètement cramée par un filtre sépia marronasse. Bref, le tout donnait l'impression d'un mélange un peu étrange entre un western, un film de pirates où on s'attend à voir Jack Sparrow sortir à tout moment, et une histoire vaguement inspirée des Trois Mousquetaires, voilà. Le tout avec des scènes de combat qui étaient filmées à l'épaule et à l'arrache aussi d'ailleurs, et qui sont très dures à suivre. Alors certains disent que ça donne envie de vomir, d'autres ont apprécié la tentative. C'était pas vraiment mon cas. Voilà d'où on partait. Le premier volume était centré sur le personnage de D'Artagnan, joué par un François Civil qui faisait le café, voilà. Le deuxième devait s'attacher au personnage de Milady, campé par Eva Green, et promettait plus d'action. C'était d'ailleurs aussi un reproche du premier, le casting était très faible, et semblait plutôt jouer le rôle éternel de chacun des acteurs et actrices, plutôt que les personnages, on avait du mal à voir les personnages en fait. Seul Louis Garrel en Louis XIII sortait haut la main du lot par une attitude absolument royale, et des répliques savoureuses et ciselées. En tout cas, j'en avais un souvenir incroyable. Et je vais être honnête, moi je m'attendais pas vraiment, je m'attendais à rien sur ce deuxième. Pire, je m'attendais à un nouveau désastre, et j'étais pas super chaud pour en parler non plus, mais il y a eu un coup de théâtre. Quelques semaines avant la sortie du film, le réalisateur il a fait une déclaration à la presse. C'est Martin Bourboulon donc, et il a avoué s'être trompé sur le ton du film au travers de la photographie. Et que en fait il a réalisé ça en voyant les retours du public, il a reconnu qu'il avait effectivement abusé du filtre marron, et que ça avait un peu gâché ce qu'il voulait dire avec son Trois Mousquetaires. Que les dieux m'en soient témoins, j'ai failli tomber de ma chaise, j'ai failli pleurer, crier comme ça, parce que un réalisateur de film historique qui non seulement reconnaît son erreur, mais promet en plus de la corriger autant que possible pour le film suivant, c'est du jamais vu, hein, surtout quand en face on a quand même le papy Ridley Scott et son Napoléon qui insultent tout le monde à tour de bras. Pour moi, cette simple déclaration d'humilité, ça m'a donné profondément envie d'aller voir Milady. D'autant que le film souffrait de sa sortie trop proche avec Napoléon, justement, à peine quelques semaines. Et en fait, le sujet impérial était encore sur toutes les lèvres quand Milady a timidement pointé le bout de son nez dans nos salles de cinéma, mi-décembre, c'est tout récent. Alors, est-ce qu'on a ici un pari réussi ou encore quelque chose d'assez médiocre ? Avant de répondre à cette question, vous connaissez la chanson, un mot sur le sponsor du jour, et aujourd'hui c'est un nouveau venu, War Thunder. C'est un jeu d'action épique, de simulation de bataille à grande échelle, et ça tombe bien parce que j'avais envie de le tester depuis un moment parce qu'il est particulièrement reconnu pour le réalisme de ses unités. Alors quand je dis unité, War Thunder vous propose de prendre le contrôle d'avions, de chars, de navires ou d'hélicoptères d'une période allant des années 30 jusqu'à nos jours pour vous refaire les batailles emblématiques de l'histoire avec d'autres joueurs en ligne. Récemment, le jeu a refait entièrement ses graphismes de feu et d'explosion pour être encore plus réaliste, et il a ajouté de nouveaux véhicules comme le char américain Abrams Tusk II, l'avion de chasse américain F-15 Eagle ou le suédois Gripen. Ça veut dire griffon en suédois, Gripen. Comme quoi, il n'y a pas que nos autres français qui savent donner des noms hyper classe à leur matériel militaire. Bref, vous trouverez également une nouvelle carte de volcan inspirée du Kamchatka pour donner plus de piment au duel aérien. Il y a des mises à jour assez régulières avec des nouvelles améliorations et de nouveaux véhicules assez régulièrement justement. Comme je vous disais, ça fait un moment que j'avais entendu parler du jeu parce que les développeurs sont vraiment attachés au réalisme de leur véhicule, avec énormément de recherches sur chaque élément, et c'est ça qui rend le jeu tout particulièrement immersif. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des forums de gens qui débattent du degré de reproduction du moindre rivet dans le jeu, et je trouve ça absolument dingue parce que apparemment la durée de rejouabilité est quasiment infinie selon son degré de connaissance des véhicules. Et j'ai essayé du coup un peu les chars, les avions,
donjon, et faut bien reconnaître qu'on a vite l'impression d'y être, c'est très fun, il y a pas mal de cartes différentes, vous pouvez jouer un peu comme vous le voulez, et c'est typiquement le genre de jeu où on se laisse justement très vite prendre au jeu, voilà, j'adore l'humour. Bref, War Thunder est disponible sur PC et Mac, sur Xbox et PlayStation, donc vous pouvez facilement le tester gratuitement, d'autant plus qu'avec mon lien en description, vous avez comme toujours des bonus pour les nouveaux joueurs ou ceux n'ayant pas joué depuis 6 mois. Véhicule premium gratuit, monnaie de jeu d'avance, compte premium test et bien d'autres choses, je vous laisse tester le jeu, vous verrez par vous-même. Voilà, merci à War Thunder de soutenir la chaîne cette fois, si vous voulez aussi m'aider, n'hésitez pas à essayer le jeu, et en attendant nous, on retourne dans les salles obscures pour cette sortie de Milady. Allez, je vous ai assez fait mariner avec la sponsor, mais bah, il faut bien vivre, hein. Une petite pièce pour un pauvre youtubeur, monsieur dame. Donc réponse directe, franche et massive sur ce que j'ai pensé du film, c'était vachement mieux. Et en premier, vraiment, cette disparition du filtre sépia marronasse dégueulasse, c'était la meilleure idée du siècle. Les couleurs se font moins timides, et si les mousquetaires restent crado et sombres, on a des ciels bleus magnifiques, la plage, des tissus plus colorés, des scènes en lumière naturelle absolument superbes. C'est un peu quelque chose que j'avais vraiment apprécié dans le premier, il y a un vrai sens de la mise en scène, et ça rappelle parfois certains tableaux historiques, moi je sais que j'accroche beaucoup à cette idée. Là, la couleur, la lumière, elles sont plus du tout écrasées par le filtre marron, et elles arrivent à offrir tout ce qu'elles ont à offrir. Le film est beau, esthétiquement certaines scènes sont touchantes dans leur construction et leur jeu de lumière. Et c'est ça aussi ce qui fait un film avant tout, enfin avant toute considération historique je veux dire, c'est-à-dire est-ce qu'on trouve ça beau? Est-ce que c'est prenant? Est-ce que l'univers nous attire à lui pour nous faire croire à sa réalité l'espace d'un instant? Bah là, avec les vraies couleurs, pour moi, ça fonctionnait 1000 fois mieux qu'avant. Et ça c'est chouette. Côté action, par chance l'échelle n'est plus du tout la même. Le premier film on était un peu à échelle humaine, donc on avait beaucoup de duels, de petits combats dans la forêt, avec cette espèce de parti pris de filmer comme si on était dedans, comme ça rendait les choses pas tellement lisibles et franchement assez pénibles par moments. Mais là, en fait, on est à l'échelle d'une campagne militaire, donc on a beaucoup de scènes filmées de loin, avec beaucoup plus de monde, et Martin Bourboulon, il abandonne, en tout cas dans ces cas-là, son idée de combat un peu pas très propre à la GoPro. Voilà, et il filme de manière assez classique, mais ça fonctionne plutôt bien. On peut apprécier les effets d'échelle, les jolis décors de campement ou de fortification, et par rapport au premier, ben moi je trouve ça bien meilleur. Enfin je spoil pas, mais à un moment on a une scène d'infiltration qui est assez chouette à voir, je trouve que ça fonctionne, la photo de nuit fonctionne aussi, c'est un peu fait comme si on était dedans, mais le rythme lent, eh bien, il évite l'effet GoPro non stabilisé des duels classiques de Martin Bourboulon, et c'est cool, voilà. Après, il y a encore 3 duels qui sont classiques, des combats un peu difficiles à lire, mais j'ai l'impression que dans le montage et dans le rythme de ces duels, eh ben, Martin Bourboulon, il a un petit peu levé le pied sur son effet shaky cam comme ça, et les combats sont moins frustrants à regarder, donc c'est plutôt cool. Enfin voilà, voilà. Quand je déglingue un film, je sais que vous aimez bien quand je déglingue un film, mais il faut aussi savoir apprécier quand quelqu'un fait de vrais efforts pour s'améliorer, et que les résultats sont là, en tout cas, moi je les ai vus. Voilà, d'ailleurs puisqu'on y est, j'avais déjà signalé dans le premier qu'on avait 2-3 trucs ici et là plutôt bons qui se baladaient. Et ben ici, comme le film est plus large en termes d'échelle, avec plus de monde, et ben on a aussi beaucoup plus d'éléments de ce genre. On a souvent de jolies casaques, historiquement assez parfaites. Regardez, depuis j'en ai acheté une pour vous montrer ce que c'est, voilà, c'est exactement ça, un grand manteau un peu cap. On a de jolis chapeaux, des couleurs sur les vêtements des soldats, même s'ils sont trop uniformes de manière générale. On a parfois des cuirasses sur, pareil, certains soldats, même si le fait que tout le monde en a, bah ça n'a pas beaucoup de sens. Allez, ça passe, voilà. La couleur retrouvée, elle permet aussi de présenter les protestants de La Rochelle, habillés sobrement en variation de noir, et ça fonctionne, c'est un peu tranchant, voilà. Les costumes sont loin d'être parfaits, mais visuellement, ça fonctionne, je trouve que ça fonctionne. D'ailleurs, en parlant de costumes parfaits, on a quelques soldats, quelques silhouettes, quelques enfants, et même parfois D'Artagnan lui-même, avec des costumes très corrects. Alors, bien sûr, tout ne l'est pas, et très loin de là, mais j'ai vraiment reconnu une vraie patte artistique sur beaucoup d'approches de costumes secondaires, et c'était très plaisant, et puis il y en avait bien plus que sur le premier volet, quoi. Donc voilà, vraiment j'ai passé un bon moment, parce que j'ai trouvé beaucoup de choses bien meilleures. Après, voilà, ça va pas chercher bien loin non plus, hein. Je suis pas sûr qu'on puisse parler de grands films, mais j'ai trouvé plus facile de se laisser convaincre de regarder ça en détente. Bon, voilà, j'ai parlé de trucs un peu soft, mais c'est pas ça qui va me faire des commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que là, on va aborder des points précis, histoire de répondre par avance aux amateurs d'accusations de poils chinoises à tout va. On va parler de mousquetaires noirs. Oui, de mousquetaires noirs. À un moment du film, on voit un mousquetaire noir de peau je veux dire, hein, qui visiblement a pas mal de pouvoir.
C'est un chouette personnage d'ailleurs, il a un côté un peu Deus ex machina qui résout tous les problèmes, mais le comédien arrive à le jouer avec une classe naturelle absolument folle. Et ça sort pas de nulle part. Même si le personnage a 50 ou 60 ans d'avance, c'est en fait un prince de l'actuelle Côte d'Ivoire qui est devenu le filleul de Louis XIV à la suite de son baptême. Il est fait ensuite mousquetaire et officier de cavalerie, et est parfois considéré comme le tout premier officier noir de l'armée française. C'est un personnage assez emblématique de la période de Louis XIV, avec un petit côté légendaire, parce que, oui, à l'époque ça semblait étonnant, et ça a fait couler pas mal d'encre dans les œuvres populaires, bien après sa mort. Voilà, et je trouve que cet effet, il est vachement bien rendu dans le film, puisque D'Artagnan qu'il rencontre commence par être un peu perturbé, on va dire ça comme ça, avant de se faire à l'idée en comprenant la position et la posture du personnage. D'ailleurs, j'y pense à l'instant, ça évoque probablement involontairement la question de l'importance du rang et du positionnement social, bien avant les autres questions à l'époque, mais ça on en reparlera à l'occasion. Et je pense que c'est involontaire. Bien sûr, on peut regretter que c'est un nouvel anachronisme, ce personnage qui a un peu d'avance, mais c'est une histoire assez fascinante et méconnue, intéressante comme clin d'œil. Puis bon, j'avoue qu'au point où on en est, un anachronisme de 50 ans, quand on en a beaucoup d'autres de 2 siècles dans le film, ça me gêne peut-être un peu moins, même si je pense que certains en feront évidemment un cheval de bataille un peu artificiel. Voilà, ça donnera un peu de travail à mon modérateur de commentaires pour ne pas qu'il s'ennuie pendant les fêtes. On aurait pu parler aussi d'une partie du public qui considère le film comme féministe, alors qu'à mon sens, c'est tout l'inverse. Voilà, mais je pense que je garderai ce débat pour un autre jour, sur la construction des personnages féminins dans la culture populaire. Bref, revenons aux costumes, parce que j'ai donné plein de bons côtés, mais remettons les choses à leur place un instant. Cela reste une adaptation contemporaine d'un truc historicisant. Donc des costumes qui veulent mettre en avant le côté cool avant le réalisme. Qui considèrent d'ailleurs que le réalisme c'est faire du sale et du cracra avec des personnages qui n'ont toujours aucune, absolument aucune perception sociale. Je veux dire, à un moment, je spoil pas le détail, mais il y a un personnage qui se permet d'en menacer un autre. Pour ceux qui l'ont vu, je veux dire, c'est comme si un gars aujourd'hui allait coller un flingue sur la tempe du Premier ministre et qu'il s'en sortait avec un sourire et une tape sur l'épaule. Ça n'a absolument aucun sens. Sur l'armement aussi, on est toujours aux fraises. Tout le monde est équipé de fusils qui ont environ 200 ans de plus. 2 siècles, je veux dire, 2 siècles, voilà. Les épées et les lames en général, c'est du petit bonheur la chance. Parfois c'est bien, souvent c'est très mauvais. Parfois c'est la bonne période, parfois ça a 2 siècles de retard. Remarquez, c'est vrai que ça équilibre avec les fusils qui ont 2 siècles d'avance, comme ça. Je sais pas, voilà, je pense qu'ils avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, et ils se sont dit qu'à vos yeux, ça passerait parce que, après tout, 2 siècles de différence, moi que tout le monde s'en fout, Il y a un exemple amusant d'ailleurs avec ça, j'ai éclaté de rire à un moment du film, personne n'a compris dans la salle. On voit l'armée royale en déplacement pour aller à La Rochelle. Il y a des charrettes tirées par 2 chevaux, ça fait 4, sur lesquels se trouvent à chaque fois 2 canons. Et c'est un excellent symbole de la méconnaissance profonde de tout ça, et une perception quasi inexistante des matériaux. Je vais expliquer. Les canons, c'était des modèles de 12 ou de 18 livres à vue de nez. 12 et 18 livres, c'est le poids des boulets qu'on met dedans, ce qui veut dire que ça tire des boulets d'environ 6 et 9 kilos. Voilà. Autant vous dire que ça fait quand même des sacrés dragées quand ça vous arrive dans la poire, mais c'est pas le sujet. Ces canons dans le film, ils sont sur des affûts de marine qui sont destinés aux bateaux, donc ça n'a absolument rien à faire sur une charrette. Ils sont bien plus tardifs que la période du film, mais ça, à la limite, c'est pas forcément un drame. Un canon de ce genre, en ordre de marche, ça pèse un peu plus de 2 tonnes. Sous Napoléon, il fallait 6 chevaux pour en tirer un seul, et un certain nombre de servants pour aller avec. Donc vous pensez bien que en coller 2 sur une petite charrette avec 2 petits chevaux et un petit gars pour conduire la charrette, c'est très drôle, vraiment. Pour vous donner un point de comparaison, c'est comme si on collait, 3 ou 4 Fiat 500, des Fiat 500, la voiture, sur la charrette, comme ça, superposée, et qu'on demandait à 2 chevaux de les tirer sur des centaines de kilomètres, comme ça, en détente. Ça n'a absolument aucun sens. Alors faut-il voir Milady, 2e volet des 3 mousquetaires de Martin Bourboulon. Comme toujours, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire ou non, mais à titre personnel, je n'ai pas passé un mauvais moment, loin de là, malgré les défauts du film, c'était chouette. Alors certes, on retrouve les clichés classiques des films historiques, mais pour le reste, ma foi, les personnages sont un peu plus développés et équilibrés que dans le premier, ce qui permet de s'y attacher plus facilement. La disparition du filtre marron permet à la mise en scène et à la lumière de donner toute sa mesure, l'action est plus large, donc moins brouillonne, en mode GoPro dégueulasse, et en fait tout ça, moi ça m'a suffi pour cette fois. Alors peut-être que je suis trop sympa sur ce coup, mais j'ai tendance à être peut-être un peu plus indulgent quand je vois que la copie s'améliore avec humilité et que le réalisateur
parle de ses erreurs et les assume, plutôt que d'autres exemples où les choses empirent avec une arrogance complètement déplacée. C'est marrant, j'avais pas prévu, j'avais pas calculé d'employer le verbe empire, mais ça vous donne un petit indice amusant pour savoir à qui je pense en disant ça. En fait, à mon sens, le problème de ce cinéma, c'est qu'il manque d'humilité. Tant qu'il n'aura pas la patience et l'envie de comprendre la réalité, il ne saura jamais l'adapter. Et ça restera un film parmi d'autres. On aime Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux pour ce fameux réalisme, ce contexte, ce souci du détail et de la crédibilité. Et c'est pour ça que ces productions sont proprement devenues légendaires. Voilà, parce que, je le rappelle, l'important, ce n'est pas toujours de faire dans l'exactitude historique. Et non, les documentaires ne sont pas meilleurs, c'est pas la peine de sortir la grande phrase « oui, mais c'est pas un documentaire ». Faut vraiment que je vous parle de ça un jour, parce que vraiment, c'est encore un préjugé. Bref, l'important, ce n'est pas toujours l'exactitude historique. L'important, c'est de savoir quoi faire avec tout ça, de savoir trier. Qu'est-ce qui est important de garder? Qu'est-ce qu'on peut romancer sans que ce soit un problème? Qu'est-ce qu'on peut déguiser? Qu'est-ce qu'on peut modifier de l'histoire ou pas dans l'art? Voilà. Aujourd'hui, les gens qui font des films historiques, on a souvent l'impression qu'ils voient l'histoire comme un frein, comme leur ennemi, alors qu'en fait, c'est leur allié qui peut rendre leur histoire meilleure et plus crédible. Et en fait, moi je trouve que ça craint. Voilà, j'espère qu'un jour la profession comprendra qu'on peut mieux faire simplement en écoutant les autres avec humilité. La position des conseillers historiques est d'ailleurs particulièrement étonnante quand on connaît les manières de travailler entre les différentes professions de cinéma, parce que les gens ont tendance à vraiment se faire confiance et laisser les gens faire leur travail. Mais bon, ça on en reparlera aussi, hein, voilà. Bon, cela dit, vous me direz, écoutez les autres avec humilité. La plupart des humains n'y arrivent déjà pas dans la vie normale. Il va donc probablement falloir un peu de chemin avant de parvenir à ce doux rêve au cinéma. En attendant, merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo avant de partir. Abonnez-vous pour toujours plus de contenu historique, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.